Merci donc de m'avoir invité. J'avoue que je suis généralement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on me restitue quelque chose et quand je comprends pas, je pose des questions et bon, je vais essayer de mon mieux de vous raconter ce qu'est ce métier de journaliste, les contraintes auxquelles il doit s'affronter et bon savoir, j'ai appris quelque chose d'intéressant et maintenant je me poserai la question, est-ce que j'ai affaire à un milieu diffusant, un milieu absorbant ou un milieu transparent? Mais je le dis sans plaisanter parce que peut-être que c'est une bonne question qu'on peut se poser quand on pénètre quelque part. Et donc, autre chose aussi qui m'a beaucoup intéressée, puisque je dois parler de la transparence, c'est cette idée que la transparence, pour l'instant, ne va qu'à quelques millimètres. Au-delà, comment doit-on faire? Qu'est-ce qui se passe? Et comment nous, quand on a affaire à des milieux humains, à des actes, comment gérer cette idée de la transparence? Alors, je vous verrai que je l'ai géré peut-être un peu brutalement. Je ne demande qu'à réfléchir encore au sujet. Donc, j'aimerais commencer en vous citant une phrase de Camus que j'aime beaucoup. C'est Camus, en 1950, à propos de son expérience au journal Combat, a dit « Eh bien, au moins, nous n'aurons pas menti ». Ça peut paraître simple comme formule, mais je crois que c'est très important parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de réfléchir un peu ensemble à cette profession de journaliste et que vaut cette profession de foi alors que le système de l'information est passé en moins d'un demi-siècle de Gutenberg à la révolution Internet. Quelle garantie offre cette idée de ne pas avoir menti? Que représente le journalisme dans le mécano communicationnel, selon l'expression d'Ignacio Ramonet du monde diplomatique, qui lui est un grand pourfendeur de ce qu'il appelle la tyrannie de la communication et son cortège d'intérêts particuliers plus ou moins bien déguisés. Pris dans le tourbillon de nouvelles, doit-il tout dire, ce journaliste? Doit-il tout montrer au nom de la sacro-sainte transparence? Où finit le droit de savoir? Où commence le voyeurisme? Ces quelques questions, eh bien, nous nous les posons en tant que professionnels assez régulièrement. Donc, on parlait des années 50, on parlait de Camus. Le journalisme, je parlerai du journalisme dit moderne, ce qui ne veut pas dire du XXIe siècle, mais il n'a pas toujours existé sous sa forme actuelle. C'est une notion essentiellement mouvante. Les frontières de l'information estampillée journalistique bougent et ont bougé. Mais tout d'abord, quel est ce métier qui n'a pas toujours existé, n'existera peut-être pas toujours? Parce que c'est un métier intimement lié dans ses formes et ses choix éditoriaux au contexte historique, politique et social. Le premier périodique date, je vais être assez bref sur cette partie historique, mais c'est pas si c'est 1631. C'est la Gazette de Théophraste Renaudot. C'est un monopole royal et qui mêle, qui rend compte aussi bien des coliques de Monsieur de Lauzun que des mouvements de troupes. 1777, c'est le Journal de Paris, c'est le premier quotidien, c'est une date importante, parce que ça veut dire qu'il y a une demande pour un quotidien, c'est ça aussi que ça signifie. Il traite d'événements culturels et de faits divers, avant de couvrir, comme on dirait aujourd'hui, les événements de la Révolution française. Il y a l'Ami du Peuple, qui marque beaucoup, qui est quand même un journal emblématique de Marat, puisque c'est un journal d'opinion, c'est un journal qui appelle à l'action. Et ça, c'est une tradition qui marquera la presse française, je pense. Et puis, il y a les agences de presse qui naissent beaucoup plus tôt. C'est en préparant cet exposé, j'avais complètement oublié que l'agence Havas datait de 1835. Enfin, Havas créait l'agence AFP. À l'époque, ça voulait dire Agence des feuilles politiques. En 1835, c'était donc Charles-Louis Havas. Et en même temps, en Angleterre et aux États-Unis, se crée pratiquement en même temps Reuters et Associated Press. Donc ça veut dire qu'à l'époque des pigeons voyageurs, on a de l'information internationale. Et on est donc en 1830-40. Tout au long du XIXe siècle, à côté d'une presse culturelle et mondaine, une presse polémique et politique se développe, une presse d'opinion. Et là, on tord le cou aux faits pour leur faire dire ce que l'on veut dire. Et j'ai retrouvé pour l'affaire Dreyfus, par exemple, la Libre Parole, journal anti-Dreyfusard,
le jour de l'arrestation de Dreyfus, de l'arrestation de Dreyfus, la Libre Parole titre la culpabilité de Dreyfus, c'est-à-dire à peine arrêté, la nouvelle est déjà transformée ou déformée, je ne sais pas, on en reparlera peut-être. Donc cette double filiation politique et d'opinion issue de la Révolution française marquera la presse nationale, et je pense, c'est une opinion personnelle, qu'elle la marquera au point qu'elle explosera complètement avec la Seconde Guerre mondiale, où la presse se clive en deux, et la ville d'où je suis, Lyon, était à la fois la capitale de la presse de la résistance, mais en même temps la capitale de la presse de la collaboration aussi, il ne faut pas l'oublier. Et pour se recaler plus tard, après ce traumatisme important, il faut le dire, sur une presse d'information. Le journalisme dit moderne est défini donc par une charte qui a été rédigée en 1918 et qui a été réécrite sous forme de déclaration internationale des devoirs et des droits des journalistes. On appelle ça la charte de Munich. Donc, l'exercice de ce métier est un droit. C'est curieux, un métier qui est régi par un droit fondamental, au terme duquel un journaliste peut enquêter publiquement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Il a le droit de protection de ses sources d'information. Et lorsqu'on a un procès, c'est un droit extrêmement important. Mais il a aussi des devoirs. Respecter la vérité, on revient à cette idée de vérité qui est quand même pas un concept très scientifique, hein, je m'adresse quand même, mais bon, c'est ça. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les assortir de réserve. Respecter la vie privée. Rectifier une information inexacte, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, etc. Donc vous voyez une charte assez contraignante, mais sauf que ce sont des notions qui bougent tout le temps. Donc une contrainte à l'intérieur de frontières floues. Et je voudrais le journalisme moderne, moi je pense que la meilleure définition, c'est Hubert Beuve-Méry qui l'a donnée lors du lancement du Monde, le 18 décembre 1944. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Un journal, sa première ambition est d'assurer au lecteur des informations claires, vraies et, dans toute la mesure du possible, rapides et complètes. Il introduit toujours cette restriction, dans toute la mesure du possible. Et notre époque... Et il ajoute, mais notre époque n'est pas de celle où l'on puisse se contenter d'observer et de décrire. Et par ces termes-là, Hubert Beuve-Méry, qui est quand même quelqu'un qui fait référence dans la presse française de manière assez générale, pose le principe de la séparation des faits et du commentaire. Mais est-ce que ce principe-là est suffisant pour assurer la vérité et au-delà la transparence ? Le factuel de l'éclairage, c'est le mode d'écriture des agences de presse. Enfin, le factuel, c'est le mode d'écriture des agences de presse. Et quand on reçoit des dépêches, on a le factuel et on a de temps en temps ce qu'on appelle une dépêche éclairage. Elle est intitulée comme telle. Et là, effectivement, le journaliste met plus de sa culture dans son article. Mais j'en reviens donc au journalisme moderne. Hein. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un journaliste ? Est-ce qu'il est un médiateur ou un producteur de connaissances ? Première question. Alors Thomas Ferenczi, directeur de la rédaction du Monde, nous dit « Le journaliste est un producteur de connaissances, il contribue à la production d'un savoir sur le monde social. » Et puis Yves Agnès, qui est rédacteur en chef à Ouest France, qui était au Monde aussi, et qui était surtout le directeur du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, qui reflète à peu près ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme aujourd'hui encore, nous dit « Le journalisme consiste à recueillir et traiter des informations à destination du public. » C'est pas tout à fait la même chose. Il nous dit... il a un rôle de médiateur entre la réalité sociale et le public. Alors, que penser ? Parce que ces deux notions cohabitent à l'intérieur du même métier. La définition que donne Yves Agnès correspondra davantage au compte-rendu, à l'annonce, à la synthèse. C'est l'aspect service qui est attaché au métier de journaliste. Et quant à l'autre notion, celle que décrit Ferenczi, elle correspondra plus,
parce qu'il nous dit le journaliste est un producteur de connaissances. Et cela correspondra davantage à la fonction d'alerte, d'enquête, d'investigation, sans laquelle il n'y a pas de nouvelles et, à mon avis, pas d'information, au sens journalistique du terme. Chaque fois que j'emploierai le terme information, je serai obligé de le redéfinir comme ça. Donc, il convient de se demander quelle est cette information, notion de base qui constitue pour les journalistes la voie d'accès à une représentation pertinente de la réalité. Rendre intelligible. Donc le journalisme est le produit d'un travail qui consiste à mettre en forme, c'est le sens du mot information, les données du réel pour les rendre intelligibles. Définition à laquelle il faut ajouter immédiatement les corollaires suivants, car la tentation est grande de se réfugier derrière ces données du réel, les faits, en oubliant qu'il s'agit d'une construction. Construction, donc le journalisme est une construction des faits, dont les effets participent de plusieurs registres. Celui de l'expérience, que le journaliste vit comme sujet social. On est alors dans la problématique de l'intersubjectivité. Bon, je renvoie à Merleau-Ponty, à propos du travail de sociologue, le sujet décrivant, sujet décrit. Une autre notion, moi, qui me parle beaucoup plus que celle-là, et qui est très très présente lorsque je travaille, c'est que le journaliste doit être conscient de que ce qu'il observe modifie les données du réel, par sa présence même dans le champ d'observation. Ça, c'est un paramètre que les anthropologues connaissent bien. Marc Auger, directeur de recherche à l'Orstom jusqu'en 1970, puis directeur de l'école des hautes études en sciences sociales, lors de la 28e conférence Marc Bloch, en 2006, dit ceci à propos de ce qu'il nomme la position d'extériorité propre à l'observateur. Il nous dit « La position d'extériorité, consciente et revendiquée, apparaît comme anthropologiquement féconde. C'est en effet une position extraordinaire. Elle bouscule l'ordinaire des choses dans le groupe observé, mais elle impose aussi à l'observateur de renoncer à sa vie ordinaire, d'adopter une morale provisoire qui le place dans une sorte d'entre-deux culturel. » Eh bien, je ferai mienne cette définition-là, qui est celle de l'anthropologie, dans la forme journalistique que je décrirai un petit peu plus tard, qui est beaucoup plus pauvre, effectivement, et qui a des contraintes qui ne sont pas tout à fait celles de l'anthropologue.